Bon, on va commencer. Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle séance, cette première séance de GFMLAT 2022. Alors, du coup, pardon, on rebascule en fait dans cette modalité en ligne en raison du contexte sanitaire. Donc, c'est exceptionnel, mais voilà, on vous tiendra au courant si jamais pour les prochaines séances, on devait utiliser à nouveau cette modalité. En tout cas, vous savez comment ça marche. Donc, on est contente en fait de vous revoir, ne serait-ce que via Zoom. Donc voilà, aujourd'hui, on est rassemblés pour pouvoir écouter deux intervenantes. Alors, à la base, cette séance intitulée Exilés en Europe, reconfiguration de l'engagement. Effectivement, il y avait une autre intervenante qui était prévue pour aujourd'hui, qui malheureusement ne pourra pas être avec nous pour des raisons de force majeure. Mais Carla Rodríguez de Caros, qui se trouve actuellement au Chili, a eu la gentillesse de nous rejoindre en fait pour cette séance, pour qu'on puisse vous proposer de toute façon deux séances en fait aujourd'hui. Donc, on aura l'occasion d'écouter du coup Maider Moreno, et je vais la présenter. Je présenterai par la suite Carla Rodríguez. Donc, Maider Moreno est doctorante en sociologie et anthropologie à l'EHESS et à l'Université Complutense de Madrid. Et elle présentera la communication intitulée Défaire le travail politique, les expériences militantes des femmes exilées chiliennes en France. On va donner d'abord la parole à Maider Moreno et ensuite on donnera la parole à Carla Rodríguez Lecaros, qui est master en sciences humaines et sociales de l'IHEL et qui présentera la communication intitulée Les défis de la construction d'un mouvement multicause, l'étude de cas de la Coordinadora Feminista 8 de mars. Alors, juste pour récapituler un petit peu les modalités de ce système en ligne, alors, il y a un chat qui est disponible sur lequel, vous verrez, il y aura Yoline, renommée Yoline Questions et Attestation d'assistance, qui pourra réceptionner vos questions pour le débat. Donc, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire à Yoline qui va en prendre note de façon à ce qu'on puisse par la suite, elle fera un petit récap des questions pour pour faire la petite tournée de questions avec les intervenantes. Ensuite, pour les personnes qui auraient éventuellement besoin d'une attestation d'assiduité, donc même si on est en ligne, on pourra vous la fournir. Donc, ce qui va se passer, c'est que Yoline, par ce même biais, c'est-à-dire via le chat, elle enverra un lien vers la fin de la séance. Et du coup, il faudra que vous remplissiez le lien avec vos informations, des informations dont on aura besoin pour vous produire cette attestation d'assiduité. Donc, il faudra que vous nous la renvoyiez sans trop de délai pour pouvoir vous la fournir. Et voilà, je crois que c'est tout. Alors, on est en train d'enregistrer cette séance et on la mettra par la suite en ligne sur le carnet hypothèse. D'accord? Bon, du coup, para no hacer tardar más la presentación, je vais du coup donner la parole à Maider Moreno. Juste peut-être pour l'enregistrement, Fernanda, est-ce que tu peux passer en mode affichage intervenant? Comme ça, il me semble qu'il y aura juste les intervenants qui seront enregistrés. C'est déjà dans ces modes de mon ordinateur. Super, Ça, c'est bon? Parfait. Okay. Très bien, donc du coup, Maider, on te remercie beaucoup d'être avec nous et puis on te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je commence aussi par remercier donc les organisatrices de ce séminaire ainsi que toutes les personnes présentes en distanciel aujourd'hui. Et comme l'a dit la compañera Tania, je suis en 4e année de doctorat en sociologie à temps partiel. Je pense que c'est important de dire donc sans bourse ni contrat. En ce moment, je travaille assistante politique dans l'Assemblée générale espagnole où j'accompagne l'activité de 3 parlementaires basques du parti politique Unidas Podemos. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques réflexions
qui sont le résultat d'analyses qualitatives de mon travail de mémoire d'abord, de master, que j'ai effectué entre 2013 et 2015 à l'EHESS, dans un master en sociologie spécialisé en genre, politique et sexualité, et de ma thèse que j'ai commencé en 2018. Donc, mes matériaux empiriques sont donc plus de 70 entretiens effectués avec 30 femmes exilées chiliennes, entretiens réalisés entre 2013 et 2022, à ce qui s'ajoute la consultation de 25 témoignages audiovisuels du fonds d'archives de l'Association d'expresos políticos chiliens en France, qui se trouve dans la bibliothèque La Contemporaine à Nanterre. Finalement, je travaille aussi avec de la correspondance privée qui m'a été cédée par une de mes interlocutrices qui a gardé toutes ces correspondances de l'année 1974 à 1990. Il s'agit donc de plus de 300 lettres. Et je m'avance déjà aux questions, mais j'aimerais dire qu'il n'existe pas de données quantitatives sur les profils des personnes exilées en France ou ailleurs. La plupart de mes enquêtés sont des femmes qui étaient jeunes, voire très très jeunes durant la période de l'unité populaire, donc de 17 à 30 ans, à l'époque du coup d'État. Elles ont été directement ou indirectement interdites de rentrer au Chili pendant au moins la première période de la dictature. Et en plus, la majorité de mes interviewés appartiennent aux catégories socio-économiques de la classe moyenne ou petite bourgeoisie. Avant l'exil, la partie la plus significative se trouve en période d'études, puisqu'elles étaient très jeunes, comme je l'ai dit. Et quand elles arrivent en France, elles sont le plus souvent en couple hétérosexuel et très souvent aussi avec des enfants en bas âge. Leurs modes de participation politique sont très hétérogènes. C'est ça dont je vais parler aujourd'hui. Leur travail et activisme politique n'entrent pas dans la catégorie de militante ou de militantisme telle qu'elle est conçue traditionnellement dans les sciences politiques ou la sociologie politique, c'est-à-dire un travail politique où tout passe par un parti et l'ensemble des efforts se trouvent dans ce cadre de parti. Mon intent de militantisme, de militant, sachant qu'être militant ou militante dote les exilés chiliennes et chiliens d'une légitimité aux yeux de la diaspora chilienne, mais aussi de la société française. Donc, l'absence d'une inscription à un parti est souvent considérée comme un synonyme de dépolitisation, ce qui a un impact sur le fait même d'être considérée une femme exilée ou un homme, un vrai exilé, une vraie exilée. D'ailleurs, un tiers de mes interlocutrices ne se disent pas militantes et même parfois exilées, bien qu'elles aient participé et continuent à le faire d'ailleurs, la plupart, 50 ans presque après, dans des activités politiques, avec l'assignation souvent des tâches moins valorisantes dans les partis ou associations chiliennes en France. C'est pourquoi j'ai choisi de faire une étude sur ces pratiques politiques, plus qu'un découpage des activités par parti. Et comme le propose Sophie Lenry, qui a fait une thèse sur les carrières militantes d'exilés algériennes et iraniennes en France, je mets l'accent sur les pratiques politiques des femmes qui conforment des espaces de militantisme entre femmes où l'expérience individuelle, l'agency ou agentivité, je crois qu'on dit en français, et les expériences des luttes collectives définissent le travail politique des femmes. Donc, dans mon cas, ce travail collectif, et j'insiste beaucoup sur ça, répond à des savoirs politiques acquis durant la période de l'unité populaire, donc préalable à l'exil, où les femmes, dès un très jeune âge, j'ai des enquêtés qui commencent à avoir des expériences de socialisation politique à 12, 13 ans,
vont acquérir, donc, comme je le disais, des savoirs politiques qui seront très importants après et définitifs une fois qu'elles seront en France, en terre d'asile. Donc, sur le plan de cette présentation, donc j'ai commencé par présenter un petit peu mes enquêtés pour que vous sachiez d'où je parle. Je pense que c'est essentiel. Maintenant, je vais faire une succincte introduction sur l'exil chilien, sur la situation politique au Chili avant l'exil, pour un peu encadrer historiquement ce que je viens vous raconter, sachant que ma collègue et ma très chère amie Yvette Marcela Garcia a présenté un travail à ce sujet l'année dernière dans ce séminaire auquel j'ai assisté, qui était très bien. Donc, les propos que je présente aujourd'hui et mon travail de thèse en général peut se lire comme une continuité de cette thèse de Marcela, qui est la première à travailler sur les femmes exilées chiliennes en France, ainsi les travaux d'autres collègues qui alimentent mes réflexions, et je pense que vous les connaissez toutes ou presque. Je vais citer Belén Rojas, Mayra Abreu, Carolina Espinosa, entre autres. Donc, après l'introduction, je rentrerai un peu dans le vif du sujet, donc le travail politique des femmes exilées chiliennes en France. Je vais parler des années 1973, début de l'exil, jusqu'à 1990, et je finirai, si j'ai le temps, vous me le direz parce que c'est vrai que je n'ai pas mesuré, en illustrant le cas du collectif COFET, Association de femmes, collectif des femmes exilées chiliennes. Voilà, quoi dire sur cette introduction sur l'histoire contemporaine du Chili. Il faut souligner que c'est une époque qui est énormément marquée donc, par d'importants changements sociaux qui ont caractérisé la majeure partie du XXe siècle. Donc, la volonté de transformer la société s'inscrit dans un projet politique global, finalement orchestré par le gouvernement de l'unité populaire, qui se déroule de 1970 à 1973 et dont son leader, Salvador Allende, se définit comme marxiste et démocrate et réussit à rassembler une pluralité d'acteurs qui lui ont assuré la victoire dans les urnes. Donc, la coalition de l'unité populaire réunit le Parti communiste, le Parti socialiste, le MAPU, qui est une fraction dissidente de la démocratie chrétienne, le Parti radical, l'API, Action populaire indépendante, et le Parti social-démocrate. Certains groupes plus radicaux de gauche, comme le MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria, mouvement de gauche révolutionnaire, n'intégreront pas la coalition, mais participent et soutiennent plusieurs des initiatives de par l'organisation sociale et politique de l'unité populaire. Il faut dire aussi que pendant ces années-là, ces 3 années qui ont été très productives, malgré la courte période, les organisations sociales et syndicales ont une très forte présence. Donc, le 11 septembre de 1973 va avoir lieu donc, le coup d'État militaire dirigé par le général Augusto Pinochet et financé par la CIA, s'inscrivant donc dans cette période de guerre froide. Dans le Chili va se mettre en place une dictature qui va durer 17 ans, de 1973 à 1990, et cette dictature va se caractériser par une répression féroce. Donc, une des conséquences les plus importantes est l'exil. Il n'y a pas un chiffre clair ou défini sur le nombre de personnes exilées chiliennes. Wolfman, qui est un des références sur le travail de la diaspora chilienne, va parler dans 10% de la population qui va sortir, donc entre 800 000 et 1 million de femmes et d'hommes exilés, répartis dans plus de 50 pays. Et si l'option d'un pays voisin représentait un choix privilégié par la langue, la culture, la proximité géographique, cette option va être énormément réduite par les dictatures qui ravagent les pays
du cône sud dans les années 70. De ce fait, et aussi le fait que l'exil ne soit pas, le pays d'accueil ne soit pas choisi généralement par les personnes obligées à sortir, non? De ce fait, Chiliennes et Chiliens vont se retrouver principalement au Mexique ou au Canada. En Europe, les pays d'arrivée sont notamment la Suède, l'Italie et la France. En France, diverses structures ont été mises en place pour, à cette époque-là, on pourrait parler d'accueil, non, des réfugiés. Maintenant, je pense que ça serait un peu cynique d'utiliser ce terme d'accueil. Donc, le près de 15 000, 20 000 hommes et femmes chiliennes qui sont arrivés en France. Pour les statistiques, à peu près l'exode, du moins en France, est partagé presque à un 50-50 entre hommes et femmes. Donc, l'accueil de cet exil en France, une fois de plus, est marqué par la conjoncture politique des années post-1968. Donc, un intérêt accordé à l'expérience de l'unité populaire, la répudiation des atrocités de la dictature par beaucoup de secteurs de la gauche française. Et comme nous le rappelle Marcela, la plupart des publications qui se sont consacrées à étudier cet exil n'ont pas tenu en considération donc la moitié des personnes exilées, les femmes. Plus globalement, le neutre masculin a été considéré comme suffisamment légitime, on dirait, pour rendre compte des réalités, des expériences de l'ensemble de la communauté d'exil, non? Et il est important de dire que cela est vrai pour l'histoire des femmes exilées de toutes les régions du monde, pas que pour les Chiliennes. Elles sont peu considérées dans les récits historico-politiques hégémoniques et sont le plus souvent placées dans des conditions de subalternité dans ces récits, non? Les défis rencontrés durant l'exil migratoire, et ça c'est le thème d'un article qui va apparaître, on espère, prochainement avec Marcela García. Donc, comme je disais, les défis rencontrés par cette expérience migratoire vont transformer les rôles antérieurs d'hommes et femmes chiliens, produisant ce que nous comprenons comme une certaine autonomisation. Et on définit l'autonomisation comme un processus collectif et individuel d'accession des femmes à une pleine participation à la vie civile, politique et socio-économique. En effet, l'arrivée et l'insertion en France des femmes et des hommes de l'exil chilien ont été favorisées par l'accueil de ces groupes progressistes, sensibles à leur cause et à leur situation, sans pour autant que ces personnes-là échappent aux contraintes racistes structurelles de la société de destination, donc pour mon cas et celui de Marcela, la France. Donc, c'est pour cela que j'analyse les marges de manœuvre, les résistances et donc ces processus d'autonomisation des Chiliennes exilées, et notamment dans le monde de l'activisme politique. Donc là, je vais passer, je ne sais pas combien de temps je vais, mais vous allez m'indiquer ça, non? Je peux continuer. Donc, je vais passer donc à l'évolution de ces rapports aux politiques. Donc, il faut commencer par dire que dans un premier temps, donc les premières années d'exil sont marquées par une continuité avec les activités politiques réalisées au Chili. Il va y avoir immédiatement, en terre d'asile, une reconstruction des partis politiques, de chaque parti politique, de manière quasi immédiate. Aussi, des associations s'établissent visant la dénonciation et la situation des personnes résistantes, non, qui résistent à la dictature. Donc, la plupart des activités politiques au début vont être centrées sur des collectes de fonds pour ces personnes-là, non? Et c'est important de dire aussi que le fait de participer dans le politique contribuait très vite à donner un sens à l'exil, non? Et on voit tout le temps ça dans les récits des personnes exilées. Et favoriser aussi leur insertion, donc en produisant des possibilités de tisser des relations
dans la communauté des Chiliens et Chiliennes, mais aussi la communauté de l'Amérique latine et voire l'entourage francophone. Non? Il faut dire que la plus grande partie des femmes occupent des espaces spécifiques dans les partis et ont certaines pratiques déterminées qui reposent sur une division sexuelle du travail. D'ailleurs, l'engagement politique, la pratique associative et partisane, ainsi que les revendications ont un caractère sexué. Et pour cela, on cite toujours Valérie Kossi, avec cette fameuse phrase, du moins pour celles qui ont travaillé sur les formes de militantisme politique des femmes. Les hommes s'approprient collectivement le travail militant des femmes. C'est un travail qui n'est pas compatibilisé, qui n'est pas mesurable et qui n'est pas payé. Comme le travail domestique, le travail politique est gratuit. En ce sens, il n'offre pas de rétribution ni matérielle ni symbolique, et ce alors même qu'il est indispensable au fonctionnement des collectifs et des luttes. Donc, dans le Chili, avant le coup d'État, ce n'était pas différent. Il existait une forte hiérarchisation sociale entre les différentes formes d'engagement politique, c'est-à-dire non seulement au sein des partis, il y avait cette hiérarchisation et cette division du travail sexuel, mais aussi il y avait une forte hiérarchisation par rapport à toutes les formes d'engagement politique. Donc les militants et les militantes, mais surtout les hommes, étaient considérés les plus reconnus, les plus, on va dire, légitimes, non, par rapport à ceux et celles qui participaient d'associations, de conseils de quartier, comme les Centros de Madres pour les femmes. Et à ce propos, j'aimerais lire donc ce que me dit Béatrice, une de mes interlocutrices. Donc, dans les partis chiliens pendant l'UP, la place des femmes était celui des compañeras, camarades. Très peu de femmes avaient un poste de direction. Les femmes qui ont essentiellement gravi les échelons étaient les plus jolies. C'étaient les compagnes des chefs. Les chefs avaient les plus jolies filles et il n'y avait aucun doute là-dessus. Si tu étais moche, tu faisais toujours les empanadas, chaussons de bœuf. C'était un peu caricatural, mais c'était comme ça. Les femmes vont être souvent nommées ayudistas au lieu de militantes et participent donc dans des activités politiquement moins intéressantes. D'ailleurs, et je cite encore Marcela, le néologisme ayudista a été créé dans les milieux militants pendant la période de répression. Ce surnom donc désigne non seulement les femmes, mais principalement des femmes et des personnes qui officiellement ne sont pas affiliées au parti, même si elles participent avec des activités et généralement dans des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. Donc, en terre d'asile, les choses ne changent pas vraiment, non? Dans ces partis reconstruits de l'extérieur. Et les femmes sont toujours en charge de la garde d'enfants, du nettoyage et de la cuisine durant les activités de solidarité, alors que les hommes s'occupent majoritairement des aspects de réflexion et de décision politique. Les questions donc, politiques et intellectuelles appartiennent aux hommes. Et de nombreuses femmes vont mettre en pratique des résistances et des stratégies face à cette situation. Donc, je m'intéresse notamment à cela. Et je reprends les mots de Violeta, une des femmes que j'ai interviewées en 2015, qui me disait « Dans les discussions politiques et les analyses sur la situation au Chili, les mouvements sociaux et nos actions, on écoutait seulement les arguments des hommes. Moi, j'ai toujours eu des disputes avec les hommes à cause de ça. Je leur ai dit, même si je ne suis pas économiste, je peux penser, je peux lire et analyser. On a formé une association où on était presque que des femmes dissidentes d'une association franco-chilienne en conflit avec un des dirigeants qui pensaient que nos arguments n'étaient jamais à la hauteur parce qu'on était des femmes.
Donc, les stratégies des femmes exilées chiliennes vont passer donc, par ces regroupements entre femmes, par un militantisme généralement hors des partis politiques et une participation dans la société d'exil dans d'autres sphères. Ces sphères vont être notamment des groupes de réfugiés latino-américains, argentines, brésiliennes, chiliennes et uruguayennes principalement, qui vont constituer ces premiers groupes autonomes de femmes exilées et vont s'intéresser aussi à d'autres questions, comme les mouvements environnementaux, syndicaux et féministes. Donc, sur la participation notamment des Brésiliennes, on a le travail, le très, très bon travail de Mayra Abreu, que je crois qui participe aussi dans ces journées, ou a participé. Donc, si elle travaille très souvent donc, dans des emplois et dans des... là, je fais référence au travail salarié. Et les femmes vont travailler souvent donc, dans des emplois réservés traditionnellement aux femmes. Elles vont prendre ce travail aussi comme un espace et une opportunité de militantisme politique. Donc, 2/3 de mes interviewés font du travail social, de l'éducation sociale ou sont infirmières. Plusieurs sont à l'origine donc de mouvements syndicaux au sein de leur entreprise et utilisent donc, comme je disais, le monde salarié va être aussi un espace où ces femmes vont pouvoir faire du travail politique. Donc, en troisième partie, pour finir, j'aimerais vous parler de l'exemple donc, de la COFET, qui est ce collectif de femmes chiliennes. Cette association a une vie de plus de 20 ans et se définit comme un espace de rencontre et de solidarité des femmes chiliennes, mais aussi latino-américaines et françaises. Le collectif des femmes chiliennes exilées a été fondé en 1979 et rassemble souvent des femmes qui étaient plutôt encartées dans des partis, mais qui étaient très limitées par ces questions que j'ai mis en avant il y a 2 minutes, donc qui ont décidé de joindre et de créer ce collectif en dépassant justement ces clivages entre différents partis de gauche chilienne et faisant des initiatives unitaires. Je lis rapidement, il me reste 2 minutes, donc les 4 vecteurs de cette association. Donc, comme je vous disais, c'est une association qui est créée en 1979 et qui a une forte activité jusqu'à au moins 2004-2005. Donc, les vecteurs de l'association sont premièrement les droits des femmes, le développement de la réflexion, de la recherche, de l'information sur les droits des femmes et leur participation dans la vie française. Deuxièmement, la solidarité avec des organisations des femmes au Chili, en Amérique latine, en collaboration avec des associations de femmes en France et en Europe, notamment avec des collaborations avec le MLF à cette époque. Troisièmement, la défense des droits de l'homme. Donc, la défense des droits de l'homme, la solidarité avec tous les prisonniers politiques au Chili, la lutte pour la liberté et contre toute atteinte à la dignité humaine. Et quatrièmement, et dernièrement, les relations interculturelles. Le développement des relations interculturelles entre femmes et hommes du pays d'accueil et celles du pays d'origine. Simplement pour finir, citer 2 grandes activités, mais vous imaginez que dans ce temps-là, plus de 20 ans d'organisation, il y en a eu beaucoup d'événements. J'aimerais dire que les activités politiques de la COFECH s'inscrivent dans un militantisme transnational, avec des activités centrées donc, sur les prisonnières et la résistance politique au Chili au début, mais incorpore progressivement d'autres problématiques.
telles que, par exemple, les généalogies féministes en Amérique latine et au Chili, avec des journées sur les femmes de notoriété chilienne, comme un événement majeur le 18 décembre 1987, qui a été fait à l'UNESCO, avec le fils de... Donc, c'était un événement sur Violeta Parra, ou des écoles d'été de formation féministe en 1983 et 1984, rassemblant plus d'une cinquantaine de femmes chiliennes exilées dans toute l'Europe, qui a eu lieu à Versailles et dont les pratiques politiques étaient la réalisation d'ateliers de lecture centrés sur la politisation des femmes et des ateliers artistiques ou artivistes plutôt, donc d'expression corporelle et l'usage d'activités artistiques comme un outil pour l'activisme politique. Et c'est un peu sur ces mots que je voulais finir. Donc, j'ai trouvé, je dois dire une chose et je finis avec ça, j'ai trouvé récemment ces documents de la COFET. Il y a 3 grandes associations de femmes à Paris et la banlieue qui étaient nommées souvent, mais ça a été très, très difficile de retrouver des documents. Et donc, c'est pour ça que c'est on va dire, en réflexion pour le moment, mais je pense que c'est là où j'ai quelque chose à apporter en mettant la lumière sur cette association et sur ces 2 autres et en montrant comment s'articulent les logiques de travail politique des femmes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à J'espère toi. que mon français n'a pas été très horrible parce que j'ai un fort accent espagnol. C'était parfait. C'était parfait. Le français n'est pas du tout notre langue maternelle, en fait, d'une bonne partie d'entre nous. Mais c'était génial. Merci beaucoup, Maïder. Donc, je répète juste peut-être pour les personnes qui seraient arrivées en cours de route, que du coup, il y a Yoline qui est en train de réceptionner vos questions. Si vous voulez poser des questions à Maïder sur ce qu'elle vient de nous présenter, que c'était vraiment super intéressant. Et c'est vrai que pour les personnes qui ont peut-être assisté déjà aux autres présentations, que ce soit de Mayra ou que ce soit de Marcela, en fait, c'est vrai que ça permet de tisser un petit peu des liens entre ces présentations. Et du coup, je répète aussi pour les personnes qui auraient éventuellement besoin d'une attestation d'assiduité, qu'on vous fournira le lien d'ici quelques minutes, une fois que Carla aura fait sa présentation. Donc, je représente Carla Rodriguez et Lecaros, qui est master en sciences humaines et sociales à l'IHEL et qui nous présentera du coup sa communication intitulée « Les défis de la construction d'un mouvement multicause ». L'étude de cas de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, qui nous fait le plaisir de nous accompagner d'ailleurs depuis le Chili. Donc voilà, Carla, je te laisse la parole pour la présentation. Merci beaucoup, Tania. Alors, je tenais tout premièrement de remercier l'équipe de l'organisation du séminaire de genre et féminisme, qui a toujours un très beau programme, au moins à mes yeux. Et je vous remercie aussi d'avoir pensé à moi quand Gina n'a pas pu participer, parce que même si ce n'est pas le même sujet par rapport à l'exil, je parle au moins sur le Chili, ce qui est bien parce que Mabel, je ne sais pas si je vais prononcer ton prénom, mais bon. Merci. Ça a bien pu donner le contexte préalable du sujet duquel je vais moi-même parler. Alors, comme Tania l'a bien dit, je vais parler alors sur les mouvements multicauses. Je trouve que c'est un sujet assez novateur. Normalement, on parle des mouvements unicausaux ou des mouvements féministes en tant que tels. Et moi, je vais essayer de décortiquer ce que cette idée de mouvement multicause veut dire. Tout d'abord, avant de passer à la présentation même du cœur du sujet, je pensais que c'était quand même un petit peu nécessaire de revenir à l'histoire du Chili. Je ne vais pas venir dans les années 70 parce que c'est fait, mais de dire que justement après la transition démocratique, et j'utilise bien les guillemets pour dire transition démocratique parce qu'il n'y a pas eu un vrai processus de réconciliation ni de revendication, rien par rapport aux victimes de la dictature. C'était plutôt un pacte de consensus entre les militaires
et entre les classes politiques qui ont fait que dans les années 90, le Chili se trouvait dans une situation de démobilisation assez prononcée, assez large dans pour tous les mouvements sociaux, entre lesquels les mouvements féministes et les mouvements de femmes. D'ailleurs, aussi à cause de l'exil, il y avait un grand nombre de femmes mobilisées qui étaient soit très découragées par rapport à ces pratiques militantes, soit encore à l'étranger. Ce qui a fait que ce premier moment de démocratie au Chili ne se caractérisait pas par la mobilisation, mais bien au contraire par la démobilisation et par des femmes et féministes bien découragées par rapport à ces propos. Cela parce que ce processus de transition était, disons, comme c'était une transition pactée, la Concertación por la Democracia, qui était le nom de cette coalition politique qui guidait le processus, a établi des organismes institutionnels qui n'ont pas toujours donné la voix à des femmes mobilisées et qui ont plutôt pris des mesures, bien sûr très utiles pour ce moment-là de passage à un modèle démocratique, mais qui ont bien évidemment laissé de côté l'autonomie des féministes qui était créée pendant les années de la dictature au Chili, qui se sont constituées à part du modèle institutionnel, bien évidemment, puisque c'était une dictature. C'était un moment donc très difficile, et c'est qu'en 2006, avec l'arrivée au pouvoir de Michelle Bachelet, que les femmes commencent à avoir une place un peu plus, une place en fait, dans l'État, dans le gouvernement. Avant ça, il y avait un organisme qui s'appelait le Servicio Nacional de la Mujer, dirigé par une démocrate chrétienne ou par des personnes qui avaient sorti de collèges et lycées catholiques, alors qu'ils poursuivaient un peu l'idéologie de la femme dans la maison, le travail reproductif, etc. Et 2006, j'étais en 2006 avec Michelle Bachelet, qui, on peut dire, a donné un peu la voix aux femmes, mais qui en même temps se maintenait dans cette image de la mère du Chili, la mamá de Chile. Elle était encore mise dans cette place-là, donnée traditionnellement aux femmes. Je propose dans ce travail de recherche, et pas que moi, mais différents chercheurs, que c'est qu'en 2011, qu'il y a eu une vraie transformation du rapport à la femme, avec notamment l'image de Camila Vallejo, mais pas seulement, dirigeante du Parti communiste, et des mobilisations étudiantes de ces dates-là. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, l'année 2011 a représenté un tournant majeur pour l'action collective au Chili, avec l'année 2006, mais vraiment l'année 2011, où il y a eu, disons, une espèce de consensus national qui disait que l'éducation ou que le modèle politique et économique mis en place pendant la dictature devait vraiment en finir, c'est-à-dire à passer une vraie démocratie, non seulement politique, mais économique. C'est avec le mot d'ordre d'une éducation gratuite et de qualité pour tous que ce mouvement rentre sur la scène nationale et que des groupes et des interrogations par rapport à la question de la femme commencent à se donner en son sens. C'est vraiment à partir de ce mouvement étudiant gigantesque au Chili. Ce qui donne, je vais faire un petit saut temporel, ce qui fait qu'en 2018, encore une fois, le mouvement étudiant arrive avec une grande impronta, avec beaucoup d'énergie dans la scène nationale, avec des mobilisations étudiantes, avec de plus de 57 universités en paralysation, paralysées, pour dire non à la violence sexuelle reproduite à l'intérieur des universités, les collèges et les lycées du Chili, invisibilisés sans aucun protocole face à ces actions-là. Ce mouvement commence à grandir de l'année 2018 et invite très vivement à d'autres secteurs sociaux, milieux sociaux, à y participer, notamment des femmes travailleuses, des femmes au sein d'organisations sociales diverses, des femmes écologistes, des femmes syndicales. C'est là que ma présentation commence, parce que la Coordinadora 8 de marzo au Chili, la coordination 8 mars, cristallise un peu le besoin qui apparaît en 2018 de faire participer à cet spectre plus large de femmes qui, des fois, n'étaient pas des féministes, mais que des femmes mobilisées.
et que je peux parler alors de l'idée de multi-cause. Je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer une petite présentation, juste pour mettre en accord des termes communs. Je sais pas. Alors, vous pouvez me dire si ça marche? Je vous vois Très bien. pas. Ça Oui. marche? Parfait. Parfait. Alors, les défis de la construction d'un mouvement social multicause. Je me donne premièrement, enfin, pas principalement, trois objectifs, c'est-à-dire de faire une petite élaboration de l'histoire de la Coordinadora Feminista 8 de marzo à partir de son contexte d'émergence en 2018, qui n'est pas seulement un moment très important au Chili, mais à l'international. Beaucoup d'autrices féministes parlent de la quatrième vague du féminisme international, qui s'étend jusqu'à l'année 2019, aussi avec des actions comme Las Tesis et le Violador en tu Camino, que vous devez toutes et tous connaître, très probablement. Mon deuxième objectif général avant de commencer le fond de la recherche est de comprendre le processus et les mécanismes de cadrage entrepris par la Coordinadora 8 de marzo, tout en tenant en considération, et toujours tenant en considération, cette idée de mouvement multicause, et de pouvoir identifier les répertoires et moyens d'action auprès de ce nouveau féminisme que construit la Coordinadora Feminista. Alors, qu'est-ce que cette fameuse Coordinadora Feminista? Comme je vous disais préalablement, elle naît dans cette nouvelle vague du féminisme en 2018, dans cette poussée de la dénonciation des abus sexuels et enfin, de la violence sexuelle en général, mais vient avoir un nouveau objectif dans cette agglomération de personnes, de coordination de militantes de divers milieux sociaux. Elles vont alors aller organiser en début 2018, janvier 2018, la marche qui est la plus grande en général en Amérique latine et au Chili principalement, du 8 mars, qui est la journée internationale des femmes, des droits des femmes. La Coordinadora 8 de marzo fait un travail qui est assez particulier parce qu'elle ne va plus dire que c'est la journée internationale des femmes, mais la journée internationale des femmes travailleuses, et va faire un appel général à lutter contre la précarisation de la vie à partir du féminisme. Ce féminisme-là, les féministes de cette coordinadora vont aller proposer un projet qu'ils disent d'un féminisme politique et transversal, pouvant réunir cet ensemble d'idées diverses. Actuellement, la Coordinadora Feminista 8 de marzo est composée de plus de 300 militantes constantes et plus de 60 organisations qui participent à de différents moments là-dedans. J'ai fait un petit organigramme. En fait, c'est l'organigramme, celui que je vous montre là, que elles-mêmes, les militantes dessinent. C'était un dessin, je l'ai passé dans un peu plus au propre. Mais en fait, vous voyez là qu'il y a des assemblées ouvertes, c'est le cercle le plus grand, où elles font appel à toutes et tous les femmes et dissidences sexuelles d'y participer. Après, il y a les journées politiques plénières qu'ils appellent, c'est-à-dire les journées où tous les comités et commissions y participent. Et après, vous pouvez voir l'organisation qui, je vais juste bouger ça, qui en gros se divise en deux. Enfin, oui, il y a ce qui est en rouge, en fait, c'est les actions les plus administratives, et tout ce qui est en blanc sont comment dire, les commissions thématiques. Je trouvais un peu compliqué leur petit dessin, du coup j'ai fait ça qui me semblait un peu plus facile de comprendre. Alors, il y a différents espaces d'organisation, dont les commissions. C'est les commissions qui vont aller organiser de manière pratique tout ce qui est la mobilisation de la coordinadora. Là-dedans, nous avons la commission de communication, la commission de finances, la voceria, qui se spécialise, c'est les porte-paroles, et la fonction d'articulation. C'est toutes des fonctions administratives. À côté, il y a les comités, où il y a la division, c'est santé, migration, mémoire et droits humains, enfance, internationalisme, travail et syndicalisme, éducation, et le comité socio-environnementaux. Et finalement, il y a la brigade Laura Rodrigue qui vient faire des actions visuelles ou des interventions de rue. C'est la propagande et
pas dans le mauvais sens de la propagande, mais la promotion des idées pour que la plupart des personnes arrivent à les avoir qui sont là-dedans. Ma problématique va alors porter sur de différents, disons, sphères ou plans, c'est-à-dire une plus nationale, pour après aller dans la particularité, la problématisation de la particularité de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Je me demande alors comment on peut expliquer que le féminisme, normalement étant un mouvement sectoriel, c'est-à-dire des femmes, puisse prendre une dimension aussi massive vers les 2018 et au-delà. Je me demande si on peut parler d'une transversalisation des féminismes, dans le sens où la transversalité serait l'opposé à la sectorialisation. Et je me demande finalement comment concrètement la Coordinadora Feminista 8 de marzo construit cette idée de transversalisation en son sein et contribue à la massification du mouvement. Cette étude de cas a un triple objectif, que c'est documenter le processus de construction, comprendre qu'est-ce que cette transversalité du féminisme et contribuer à la compréhension théorique des rapports sociaux de l'action collective. Mon cadre théorique conceptuel de la recherche va alors aller, c'est de la mobilisation sociale, sociologie de la mobilisation sociale, qui part quand même d'un regard très associé à ce qui est le féminisme matérialiste. Je parle alors de cette idée de mouvement multicause développé par Jules Falquet, où elle met en opposition l'idée de monocausalité, parce que normalement les mouvements sociaux vont aller contester qu'un rapport social, mais elle dit qu'en fait, comme les rapports sociaux sont multiples et imbriqués, les mobilisations sociales peuvent aussi être multiples, avoir un objectif multiple. Cette idée-là, j'essaie de la mettre en association avec des concepts plus classiques de la mobilisation sociale, de la théorie de la mobilisation sociale, comme l'idée de cadrage, qui va aller désigner les processus de signification de différents phénomènes, c'est-à-dire comment les acteurs ou actrices, dans ce cas-là, vont aller donner à la population un sens partagé pour aider à grandir cette mobilisation. Je vais aussi parler d'idées de répertoire d'action collective de Charles Tilly, incontournable dans l'action collective, qui parle des moyens, principalement des moyens d'action en tant qu'un stock limité d'action que les groupes vont se donner eux-mêmes et que historiquement leur sont donnés. Je vais aussi mélanger cette idée-là avec l'idée de l'organique de l'espace de la cause des femmes, qui est très intéressant d'ailleurs pour cette étude de cas, puisqu'il va mettre un peu en cause l'idée de mobilisation sociale, la possibilité d'une mobilisation sociale en tant qu'autonome, et il va aller regarder d'autres espaces de mobilisation, comme le sont les institutions, comme le sont les universités, le travail qu'on fait nous-mêmes dans ce moment-là de militantisme académique serait considéré dans cet espace de la cause des femmes. Il y a donc un élargissement des frontières de la mobilisation qui sont prises en compte et ils sont très, très importantes pour moi pour pouvoir aller observer comment, par exemple, les dirigeantes des mouvements écologistes participent au sein aussi d'institutions de l'État et qui viennent se regrouper dans la Coordinadora Feminista. Pour cela, j'ai mené une recherche avec une méthodologie qualitative et j'ai fait principalement 3 processus. Le premier, faire un corpus de documentation avec tout ce qui est tract, tout ce qui est livre, tout ce qui est diffusion d'activités, Instagram, Facebook, etc. J'ai deuxièmement j'ai passé 3 mois et demi au Chili en faisant des observations présentielles et en ligne de différentes réunions de la Coordinadora. Et le plus important, et qui compose le cœur vraiment de la recherche, c'est la réalisation d'entretiens semi-directifs pour pouvoir connaître en profondeur la construction historique et politique de l'organisation et pouvoir voir vraiment quels sont les modes de fonctionnement. Enfin, comme c'est une organisation assez nouvelle, il n'y a pas de registre écrit ou de recherche préalable qui me disait en fait ça marche comme ça et comme ça. Il n'y avait pas du tout les comités et commissions, c'est l'information directe que j'ai pu avoir avec les membres. Les résultats et conclusions que je vais après dire sur PowerPoint, mais je les ai divisés en 3 principaux chapitres de ma recherche. Le premier, qui est un petit parcours historique centré vraiment dans l'année 2018, qui montre comment le mouvement féministe était en expansion, mais aussi en explosion, c'est-à-dire dans plein de différents endroits différents. Le deuxième chapitre, c'est vraiment sur la construction du projet de la Coordinadora en 2018
Et troisièmement, je parle du renouveau des moyens d'action et des stratégies de mobilisation de la coordinadora. Je vais essayer de sortir de mon PowerPoint. Et si Tania, tu peux le faire, ça serait génial parce que j'ai peur un peu de gâcher mon truc. OK. Ça, c'était le principal pour vous permettre de voir un peu en quoi consistait la recherche. Je ne sais pas si j'ai beaucoup le temps de continuer à dire oui. J'ai combien de temps? 10 minutes peut-être? Tu as 10 minutes plus ou moins, oui. Génial. Alors, la première partie de ma recherche, en fait, j'ai fait un cheminement intellectuel qui était à la fois thématique, mais en même temps historique. Alors, je pars de 2018 et je commence à décortiquer. Le premier moment qui est très important, et comme je le disais en l'introduction, c'est celui de le brisage de l'omerta des violences sexistes et sexuelles. Il y avait au Chili un moment de calme donné par les conséquences de la transition qui a dû éventuellement s'arrêter pour pouvoir donner lieu à ce que nous voyons aujourd'hui dans les mobilisations chiliennes. En fait, entre les enjeux de la décennie de 2010 ou l'idée de différents mouvements sociaux, enfin, alors comment l'expliquer? Il y a eu, dans différents groupes sociaux de femmes, c'est aperçu que l'idée d'être des femmes portait préjudice à elles-mêmes, c'est-à-dire dans des mouvements autochtones ou des mouvements écologistes, etc. Et ils ont commencé à parler de ces idées-là dans des petits groupes, mais c'était encore vraiment sectorialisé dans ces mouvements-là. C'est qu'avec l'idée de Ni Una Menos, enfin la vague de Ni Una Menos et la vague de MeToo par les réseaux sociaux, qu'il y a une force qui commence à être prise au Chili, une vraie voix. Et c'est en 2017-2018 que celle-ci prend la forme de fauna féministe, c'est des clashs, oui, qui a un vrai dévoilement de ces violences-là. C'est exactement dans ce contexte que commence la construction collective de la marche des travailleuses contre la précarisation de la vie. Je pense que c'est très important de voir comment ici, et là je commence le travail d'identifier le cadre de perception partagée, commence vraiment à prendre place pour le 8 mars. Il y a eu une vraie récupération. Le 8 mars, ça a été toujours une date au Chili assez importante, mais 2018, c'est le vrai moment où elle se rend une marcha, une manifestation d'une telle massivité. Avant, ce n'était pas du tout le cas. C'était des petits groupes traditionnellement mobilisés qui venaient, mais enfin, c'était pas 100 000 personnes qui venaient se manifester. Alors, c'est vraiment une reprise de cette date-là, qu'à travers l'idée de précarisation, va prendre une ampleur particulière. Cette idée de précarisation, elle veut un peu tout et rien dire, parce qu'il n'y a pas une vraie définition de la coordinadora féministe de ce que cette précarisation veut dire, mais s'il y a un ressenti généralisé au Chili par les inégalités croissantes, tant économiques que sociales, qui fait que dans la tête des personnes, cette idée de précarité a sens, parce que c'est pas de la pauvreté, c'est pas de l'exclusion, c'est vraiment cette idée de précarisation qui montre que la vie des personnes se dégrade. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que c'est pas forcément vrai, parce que la qualité de vie des personnes au Chili, en fait, elle s'améliore au cours du temps. Elle n'est pas pire. Enfin, les inégalités, peut-être, elles peuvent être plus grandes, mais les personnes qui sont les personnes plus pauvres, pour ainsi dire, sont un peu moins pauvres que l'année précédente. C'est pas cette idée de rendre pire, mais cette idée de se sentir comparativement dans une pire position qui permet que cette idée de précarité fonctionne aussi bien. C'est à partir de là que les militants de la coordinadora vont aller chercher dans différentes organisations, vraiment à faire un travail de puerta à puerta, d'aller toquer la porte de l'autre mouvement social pour dire bonjour, en fait, on est en train d'organiser la mobilisation du 8 mars 2018. On veut que ce soit un événement massif et d'une ampleur différente à celle des années d'avant.
on pense qu'en tant que femme, on peut se réunir dans cette idée du travail et l'idée de la précarité que le travail nous donne. C'est comme ça, alors que la devise femme travailleuse contre la précarisation de la vie est le premier lienzo dans la manifestation de cette année-là. Comme bien le disent les personnes de la Coordinadora, en fait, elles ne s'attendaient pas du tout à la massivité que la marche avait, parce que la plupart des personnes avant cela, c'était des étudiantes mobilisées. Mais vraiment, elles se rendent compte à ce moment-là que cette idée de travail et précarité est capable de changer un peu la donne du féminisme qui était donnée jusqu'à ce moment. La Coordinadora 8 de mars se construit donc vraiment dans un projet personnel dans le sens de l'organisation, de massification et de transversalité. Elles veulent faire sortir le féminisme de l'endroit du féminisme, de l'endroit des femmes, pour que le féminisme puisse avoir un horizon de transformation sociale plus complet et complexe. Je pense donc que c'est très intéressant de revenir à l'organigramme que je vous avais montré, parce que c'est justement à partir de cet organigramme de division de comités et commissions, tant thématiques qu'administratives, que la cohabitation entre différents groupes sociaux est possible et probable. En fait, lors de mes conversations et mes entretiens avec ces femmes-là, il y avait des choses assez spectaculaires, comme par exemple le comité de syndicalistes était composé principalement de femmes venant de la centrale de travailleuses unies de Chili, en lien avec la concertation pour la démocratie, avec un caractère assez institutionnaliste, reproché très fortement par les féministes écologistes, qui parlaient d'un féminisme plus autonome et sans aucun lien avec cette structure d'État qui avait été produite et reproduite pendant les années de transformation démocratique au Chili. Alors là, il y avait deux profils très différents de personnes qui étaient par contre unis au sein de la Coordinadora. Cette structure divisée, en fait, permettait en même temps de ne pas être en contact constant avec des personnes qui pensaient différemment et en même temps de parler dans les instances de conversation et les assemblées plus larges des thèmes qui, effectivement, étaient plus en lien avec toutes les participantes. Pardon. Ce féminisme-là va aller alors être un peu en rupture avec cette idée qu'elles vont aller parler de la victimisation de la femme. Elles sont contre ce féminisme-là parce qu'elles pensent elles se disent des actrices sociales avec la capacité de changer fondamentalement et de manière absolue le système. À travers ce système de comités et commissions, en fait, dans la place que la Coordinadora a aujourd'hui, comme je disais avant, avec plus de 300 personnes actives. J'estime donc qu'il y a donc un élargissement du sujet du féminisme. Avant au Chili, et surtout, c'était des étudiantes de milieux aisés. Aujourd'hui, c'est les femmes mobilisées qui vont rentrer, des femmes mobilisées de différents secteurs sociaux et de différents mouvements sociaux qui vont aller pouvoir avoir dans quelques mots la permission de se rendre autrices et actrices de ce que c'est le féminisme, sans nécessairement avoir lu de féminisme, sans nécessairement avoir passé par des organisations féministes, etc. Et cet élargissement-là du sujet du féminisme se donne par différentes raisons. L'une d'entre elles, et je pense fondamentale, c'est un saut générationnel donné justement par la dictature entre le féminisme ancien ou les féministes historiques et le féminisme des étudiantes. Une des données qui justifie ça, c'est que de l'ensemble d'entretiens que j'ai fait, entre 19 et 21, j'ai codifié 19, mais j'ai fait 21, plus de 60% des femmes interviewées, c'était des femmes qui avaient participé des mobilisations de 2006, puis des mobilisations de 2011, puis de cette vague de dénonciation et qui, en 2018, commençait à créer ce groupe-là. Il y avait une vraie déconnexion donc des personnes mobilisées en 2006 que des anciennes générations féministes qui soit étaient en exil, soit ne faisaient pas partie du mouvement féministe, découragées par cette transformation démocratique
répondait pas à ses besoins. Il y a eu aussi un processus très intéressant qui s'est donné dans la Coordinadora, bien sûr en alliance avec ce générationnel, qui passait par la perception d'un anticapitalisme très fort au Chili, en lien aussi avec cette idée de précarité que je vous énonçais préalablement. Il y a donc une redéfinition de l'autonomie des féminismes parce que bien qu'on peut être en autonomie de certains organismes institutionnels, on ne l'est pas d'autres luttes, comme la lutte anticapitaliste, puis elles vont aller intégrer la lutte antiraciste et la lutte pour l'écologie aussi. À partir de là, elles ont vraiment fait une proposition de moyens d'action et de stratégie du féminisme qui va être en opposition au féminisme d'avant. Pour ce fait, l'investissement de trajectoire et savoir militant a été extrêmement important dans la Coordinadora. En effet, les personnes que j'ai interviewées, c'était des vraies dirigeantes de mobilisation sociale, ce n'étaient pas des personnes qui pensaient à autre chose. Non, c'était vraiment la dirigeante du MAT ou la dirigeante, les fortes dirigeantes de la centrale unique de travailleurs. C'est des personnes avec une trajectoire politique assez large parce que, comme je vous avais dit avant, en fait, il y a cette idée de saut générationnel parce que les personnes qui vont aller constituer le nucléo duro, la partie la plus organique de la Coordinadora, c'est des étudiantes, enfin, des personnes qui avaient participé, je vais finir tout de suite, des personnes qui avaient participé en 2006, en 2011, mais les personnes qui sont au centre des comités et commissions, c'est des militantes d'une cinquantaine, soixantaine d'ans qui vont aller intégrer postérieurement ces comités. Il y a donc un travail de, je ne veux pas dire professionnalisation, mais si de planification des stratégies assez minutieux et qui va aller permettre à la Coordinadora de propager ses idées dans différents milieux. Et qui va aussi avoir des stratégies publiques très importantes, comme par exemple dessiner des foulards verts dans les rues immenses ou, par exemple, créer la grève internationale des travailleuses, parce qu'avant c'était la marche, maintenant c'est la grève. Et on va commencer comme ça à utiliser différents registres de mobilisation autres qui vont permettre donc à la Coordinadora de se constituer en tant qu'un mouvement social multicause, pas seulement par le dialogue, mais aussi par l'organisation de travail conjoint vraiment en son sein. C'est un peu ce que je pouvais, l'aperçu que je pouvais vous donner de ma recherche aujourd'hui. Merci beaucoup, Carla. Merci beaucoup, Maïder. Merci beaucoup, Carla. Tania, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? On peut passer aux questions. Non, c'était pour passer aux questions, justement, pour passer au moment du débat. Merci Super. beaucoup. Bah, les deux présentations étaient hyper intéressantes et c'est assez intéressant de voir comment on a la chance en fin de compte parce que même si on a fini par devoir changer un peu les programmes en dernière minute, on a fini avec deux communications qui sont absolument connectées et qui font une belle continuité et qui nous donnent une vraie leçon sur l'importance politique internationale des mouvements des gauches du Chili. Vraiment comment ils peuvent rayonner et toucher des gens, soit en France, soit en Amérique latine, et nous inspirer vraiment dans nos mobilisations politiques. Donc, c'était très intéressant. Je pensais aussi, surtout après la présentation de Carla, mais je pense que aussi, ça va aussi avec la présentation de Maïder. Il y a une citation d'Audre Lorde que j'aime bien. Je peux la copier après dans les chats si vous voulez, mais qu'elle dise que le féminisme, c'est la maison de la différence. Que le féminisme, c'est pas cet endroit sectaire, c'est pas un endroit qui est des femmes, parce que les femmes sont tout le monde. Donc, le féminisme, c'est l'espace pour toutes ces différences. Et il me semble qu'il y a ça aussi dans la présentation de Maïder, quand elle parle de la façon que les exilés chiliennes trouvaient pour s'engager politiquement en France, que c'était au-delà des structures partidaires
et même un peu plus loin des structures militantes des Chiliens, comment les comprendre, mais plus proche des mouvements latinos, des mouvements des femmes, des mouvements syndicaux, des mouvements même environnementaux. Donc, c'est hyper intéressant de se rendre compte de ça. Et aussi comment elles vont penser leur action politique comme en partie comme absolument intégrant de leur vie. Donc, leur activité professionnelle seront aussi dans les métiers du soin ou dans des syndicats, donc dans des espaces où l'action politique, elle peut avoir lieu même pendant l'activité salariée. J'avais déjà pensé à deux questions en relation à la présentation de Maider que j'aimerais bien entendre un peu plus à ces sujets. Une, c'est qu'il y a un moment où vous dites qu'il avait un peu une injonction de se montrer en vrai exilé. C'était quoi? Et c'est ça que je me demande. Je trouve que ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'elles comprennent qu'est-ce que ça veut dire être un vrai exilé. Et tu parles aussi du racisme auquel elles ont été soumises, ou quelques-unes d'elles ont vécu ici en France. Ça serait intéressant de comprendre un peu plus sur ces expériences relatives au racisme, surtout parce que, comme tu as bien dit, c'est une époque où il avait encore un accueil à cette population et on peut dire aussi que l'accueil qui était donné aux exilés chiliens, chiliennes a passé très fortement par ces genres de politiques d'assimilation très, très fortes en France et c'était évidemment, il me semble, une communauté plus susceptibles à une assimilation à la française et comment elles ont vécu cette expérience d'être étrangères, d'être différentes ici. Est-ce que j'avais une autre question? Non, je pense que c'est un peu ça. Ah, aussi, si tu veux parler un peu plus sur, parce que cette phrase m'a beaucoup marqué dans ta présentation, où tu dis qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas parler d'accueil des réfugiés. Donc, si tu peux élaborer un peu plus sur ça, je pense que ça peut être intéressant. Et au sujet des Carla, c'était hyper intéressant, ta présentation, on a beaucoup appris. C'est intéressant parce qu'elle montre exactement cette différence entre un féminisme des années 70, encore bien héritier dans deuxième vague, et ce nouveau féminisme qu'on va avoir depuis le début des années 2000 et qui a dans le militantisme latino-américain vraiment un espace de créativité, de production qui va inspirer le féminisme partout dans le monde. Donc, c'est hyper intéressant d'apprendre sur ça. C'est que j'aimerais bien, si tu peux revenir au sujet de la précarisation, parce que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant que les gens organisent leurs demandes, organisent leur indignation, leur envie de s'engager politiquement autour d'un sentiment de précarisation comme tu as bien dit, après, si on regarde statistiquement, ce n'est pas forcément vrai, mais il est vrai aussi dans le sens qu'il représente, à mon avis, l'augmentation des souhaits, l'augmentation de ce qu'on attend de la vie, l'augmentation de ce qu'on attend en tant que qualité de vie, en tant que conditions de respect dans l'espace de travail, dans l'espace universitaire, et en dénaturalisation des violences. Donc, les choses qui étaient absolument banales dans des générations d'avant deviennent de plus en plus insoutenables pour les générations plus jeunes. Et voilà, je pense que c'est ça que j'avais à poser comme question. Est-ce que vous voulez ajouter? Est-ce qu'on passe aux réponses? Qu'est-ce que tu penses, Tania? Juste, je profite pour dire seulement qu'il semblerait qu'il y avait eu un petit problème sur le chat pour l'envoi des questions. Donc maintenant,
voilà, la salle est plus ou moins déverrouillée pour que vous puissiez écrire à Yoline pour vos questions. Je crois que Alejandra avait une question, des questions à poser. Je ne sais pas si c'est le cas. Alejandra, est-ce que tu es là? Sí, pues sí. ¿Me escuchan? Sí. Oui, non, mais juste pour répondre aussi par rapport à ce que disait Fernanda, bon, merci beaucoup pour les deux présentations qui étaient super intéressantes et très complémentaires aussi. Ça m'a fait drôle, comme disait Tania, parce que ton travail, Meider, fait beaucoup d'écho à celui de Marcela Huet. Enfin, je me suis souvenu que quand à un moment, si tu me corrigeras, mais le travail de Marcela, c'était sur des femmes qui gravitaient autour des organisations qu'on pourrait qualifier de militantes, des femmes qui ne considéraient pas leur travail comme militant. Et du coup, le travail de Marcela, c'était de dire, mais en fait, voilà, ce travail de logistique, de faire les photocopies, de faire à manger, de distribuer des tracts, tout ce petit, et voilà, tout ce travail de care, on va dire, qui n'était pas du tout considéré comme politique pour les femmes, mais que Marcela allait essayer de thématiser ou de qualifier comme politique, comme du travail pleinement politique. Et j'avais l'impression que ton travail à toi, Meider, c'était plutôt, ton terrain, c'était plutôt de femmes qui se considéraient comme militantes. Du coup, elles thématisent leur travail et leur participation comme politique. Et pourtant, je n'ai pas l'impression, dans les extraits que tu as lus, qu'elles thématisent ce travail de care comme politique. Enfin, tu me corrigeras, parce qu'ils ont tu as dit des phrases comme on nous donnait du travail qui n'était pas intéressant, par exemple. Et du coup, ça veut dire quoi, ce travail pas intéressant? Est-ce que du coup, c'est dire ce travail pas intéressant, comme par exemple faire la cuisine? Je ne sais pas, je spécule. Est-ce que c'est considéré par elle comme du coup un sous-travail politique aussi pour ces nouvelles militantes? Enfin, voilà, quel est qu'est-ce qui est politique pour elle? Est-ce qu'elle, le travail du care que Marcel a essayé de qualifier comme politique, est-ce qu'elle le qualifie comme politique ou pas? Voilà, c'était ça, c'était très clair. Pour Carla, oui, moi aussi, peut-être parce que c'est l'époque, mais quand tu as dit peut-être que la précarité, c'est un mot qui ne veut rien dire, tu as dit un truc comme ça m'a choquée. Quoi? Je pense, pour nourrir un peu la discussion et par rapport à ce qu'a dit Fernanda, je pense aussi qu'il y a le sentiment d'insécurité, et notamment avec l'augmentation de l'endettement. Et je pense que l'endettement aussi est quelque chose d'assez important au Chili, c'est-à-dire que c'est des familles qui, en effet, ont accès à des prêts bancaires, du coup, d'une certaine façon, augmentent leur qualité de vie, mais ils sont tout le temps dans l'angoisse de ne pas pouvoir payer ces prêts bancaires, et que du coup, il y a l'insécurité parce qu'ils se disent, si je tombe malade, ça va entraîner des frais, or, je n'ai pas d'argent. Si demain, je perds mon travail, je pourrais pas, on va m'enlever ma maison. Du coup, peut-être que j'ai une grande maison, mais à n'importe quel moment, je peux la perdre. Du coup, il y a il y a quand même peut-être des façons un peu objectives de définir la précarité au lieu de dire que c'est juste, je ne sais pas, un fantasme, ou un truc, quelque chose qui n'a pas de contenu. Et puis, je voulais aussi te poser la question par rapport à la transmission de savoir-faire. Comment est-ce que, notamment la coordinadora, thématise cette création de savoir-faire, de ce savoir s'organiser. Je pense à ça parce qu'il y a dernièrement beaucoup de publications sur comment s'organiser. Je pense à la traduction de Starbuck
comment s'organiser, qui a été publié récemment l'édition Sorcière Cambourakis, ou voilà, beaucoup notamment en France, il y a beaucoup de traductions qui sortent récemment sur comment s'organiser de façon horizontale, tout ça. Du coup, voilà comment ça se fait. Est-ce qu'ils lisent ces ouvrages qui viennent notamment des États-Unis ou pas, ou est-ce que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération par rapport à ce qui a été vécu au moment de la dictature, voilà, comment ce savoir-faire se construit, et est-ce que c'est thématisé comme l'accumulation d'un savoir, voilà. Et aussi, j'ai appris récemment qu'il y a une coordination féministe qui se construit en France. Et quand j'ai appris ça, j'ai pensé directement à la Coordinadora 8M du Chili. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que, voilà, y aurait-il une transmission entre le Chili et la France? Et est-ce que le Chili aurait contribué, ou les militantes chiliennes auraient contribué à cette idée de créer une coordination féministe française? Voilà, je crois que c'est tout pour moi. On a reçu quelques questions en fait, sur le chat, mais peut-être pour que ça ne fasse pas voilà, une boule de neige de questions. Est-ce que ça vous irait, Maider et Carla, de d'abord répondre aux questions de Fernanda et de Ale? Ensuite, on passe à un deuxième tour. Alors, je vous laisse la parole, peu importe qui souhaiterait prendre la parole d'abord. Je ne sais pas. Je commence, Carla, ou peu importe. Oui, vas-y, pas de problème. Okay. J'ai essayé de prendre note des différentes questions qui étaient très pertinentes et assez, je pense, complexes pour donner une réponse. Je vais essayer d'aller assez vite et de répondre donc à vos questions. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas de me le rappeler après. Donc, par rapport aux vrais exilés, donc je crois que c'est Fernanda qui a commencé par là. C'est une des choses qui est apparue comme une des premières problématiques que j'ai eues dès le master. Donc, quand j'ai commencé à faire du travail de terrain, c'était très compliqué de trouver donc, des femmes qui voulaient faire des entretiens. Donc, d'ailleurs, dans mon master, j'ai fait des entretiens avec des femmes et des hommes. Et d'ailleurs, avec Mélène, on a commencé à travailler sur un article qui compare comment les hommes et les femmes exilés chiliens et chiliennes reproduisent des récits de mémoire de manière très différenciée, justement par rapport au rapport de sexe, non? Et donc, cette question de vrai exilé, je me suis rendue très vite compte qu'elle était un peu la conséquence de cette question d'être une personne qui était vraiment politisée ou pas, donc comprenant le politisé comme être militant, généralement homme, d'un parti politique. Et d'ailleurs, parmi les exilés aussi, il va y avoir donc des hiérarchies entre ceux qui ont passé par la torture, l'emprisonnement, etc. Donc, il y a des discours qui sont très rapidement véhiculés et qui m'ont généré aussi des problèmes comme sociologue, non, pour les analyser. Et un de ces problèmes, justement, a été le fait de ne pas vouloir reproduire dans mon écriture cette hiérarchisation et comment je le fais. Parce qu'il y avait beaucoup d'hommes, des femmes aussi maintenant, qui faisaient une différence énorme et commençaient par là en disant, donc, ou bien j'ai dit à peu près un tiers, non, moi je n'étais pas exilée, vraiment, c'était pas moi qui étais exilée, c'était mon compagnon, ou c'était mon père, ou c'était mon frère. Mais bon, elle rentrait dans toute la définition, comme j'ai dit, d'une personne qui a fait du travail politique beaucoup de fois en mettant sa propre vie en danger, non? Par exemple, je me souviens d'une des enquêtées qui me disait « Tu dois faire l'interview avec mon mari, en fait, c'est lui qui va te parler parce que moi, je passais des petits mois en prison, tu sais, je faisais el correo, je faisais… »
Elle a commencé à décrire, mais très minutieusement, plein de pratiques politiques, en fait. Et elle-même, elle ne se reconnaissait pas comme une personne politique. Et c'est pour ça une vraie exilée, en fait. Elle a eu le statut de réfugiée politique parce que consciemment, c'était une stratégie de pouvoir accéder à apprendre la langue, à des aides, etc. D'ailleurs, il y a un travail très intéressant que j'utilise pour cette question de hiérarchie entre réfugiés, exilés, migrants, qui est celui de Karen Akoka, qui va dénoncer justement le fait que parler d'exilés va reproduire un discours donc de hiérarchisation des migrants. Donc les migrants économiques, ils ont moins de droits que, je le dis vite et caricaturalement, mais vous comprenez où je vais. Et donc, c'est vrai que c'est une dichotomie assez complexe parce qu'on a besoin de dire que c'est des personnes qui ont été exilées politiques. Pour la plupart, elles ont été donc surtout les personnes qui sont sorties par décret, obligées à changer la peine de prison par une peine d'exil, qui n'ont pas eu le choix. C'est vrai que d'une manière, on peut empathiser avec ce discours de « moi, je n'ai pas choisi, même si… » Et tu vois, les autres, je ne suis pas un migrant, une migrante économique chilienne. D'ailleurs, ils ne font pas des commentaires par rapport à d'autres populations migrantes, mais toujours la colonie chilienne. Eux, ils ont venu parce que voilà, la situation économiquement, elle était difficile. Oui, mais en même temps, jusqu'à quel point ce n'est pas un exil économique, ce n'est pas un exil aussi. Donc, voilà, donc c'est quelque chose que j'ai réussi donc un peu à soustraire de ma réflexion grâce à Karen Akoka qui dit il faut signaler cette différence de hiérarchie entre exilés et migrants. Et en tout cas, s'il y a, je ne fais pas une différence, comme le font d'autres collègues d'ailleurs, qui travaillent sur l'exil chilien, entre migrants économiques et exilés chiliens purement exilés. Voilà. Moi, je ne fais pas ça, je prends une période. Et, parce que si je prends les catégories exil à partir de l'autodéfinition ou militante, je n'aurais presque pas de travail, justement. Mon travail, c'est de dire, mais c'est des exilés, mais c'est des militantes. Non, par là, je réponds aussi peut-être un peu à une des dernières questions, donc par rapport au militantisme. Donc, le travail de Marcela, il faut dire que je l'ai connu assez tôt, parce que quand je faisais mon master, elle n'avait pas soutenu sa thèse encore. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler avec elle. Et ça a été une personne… je pense que c'est aussi intéressant de le dire dans un milieu comme celui-ci, les manières de travailler et les pratiques qu'on engage aussi lorsqu'on fait un travail académique. Ça a été une personne très solidaire et chorora, donc sororité, je ne sais pas comment le conjuguer en français, et qui très très vite, quand j'ai découvert par thèse.org qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait travaillé sur la même chose que moi, donc moi je finissais mon master et je suis tombée donc avec le travail de Marcela parce qu'elle n'avait pas fait à cette époque beaucoup de publications encore, donc je ne l'avais pas bien repérée. Littéralement, elle a ouvert les portes de chez elle et on a beaucoup travaillé ensemble. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai une formation comme politiste. C'est pour ça peut-être qu'on a cette différence aussi, mais moi, j'ai dit, je veux vraiment me centrer sur la question politique en comprenant qu'elle atteint tous les niveaux de la vie ou tous les domaines de la vie, non, mais surtout sur cette question d'entre femmes et de comment faire, je ne dirais pas encore féministe, parce que la plupart ne se disaient pas féministes, mais de travail d'entre femmes, non. Et là, Marcela, elle a parfois, et c'est là qu'on
qu'on articule des débats intenses sur l'usage ou pas, le choix ou pas de ce mot de militantisme. Elle va me dire non parce que ça fait écho tout de suite au parti et à la division. Donc, el MAPU, como era diferente del PC. Et d'ailleurs, ça a été une des choses qui a été dite dans sa thèse, non pourquoi vous n'avez pas fait une analyse par parti? Je ne sais pas si elle a répondu ça, mais moi, ça fait presque 10 ans que je suis donc sur ce sujet. Et je peux dire que ça ne fait pas vraiment de sens, en fait, oui, peut-être pour les hommes, mais les agendas politiques, les stratégies et les pratiques politiques des femmes ne se définissent pas par une couleur d'un parti, en fait. Donc, c'est pour ça que on peut le faire. Hein. Moi, je parle beaucoup des militantes parce qu'elles sont émergées de mon terrain. Mais ce qui a été important pour moi, en fait, ça a été de dire, OK, les premières femmes que j'ai réussi à atteindre sont aussi les plus visibles, sont aussi celles qui ont reçu plus de visibilité et dont leur travail a été donc qualifié comme politique, puisqu'elles étaient dans des partis ou en exil, elles ont été encartées et ont une certaine, comme je disais, j'ai répété 3 fois, pardon, visibilité. Donc, je me suis dit, OK, mais moi aussi, je veux aller voir ces femmes qui ne veulent pas parler parce qu'elles ne sont pas exilées, en fait. Donc, ça a été... Et là, par exemple, ça a été très difficile de faire des entretiens, mais j'ai quand même réussi très exceptionnellement à faire des entretiens avec des femmes mapuches. Et l'entrée au terrain a été vraiment spécifique. Moi, j'ai un membre de ma famille qui a maintenant décédé, qui est mapuche, exilé en France, ce qui explique aussi mon intérêt par ce sujet, et qui m'a permis donc d'accéder à des femmes mapuches. Et d'ailleurs, c'était mon oncle, il insistait beaucoup sur le fait que je travaille que sur les femmes mapuches parce que c'est une autre cause. Je lui ai dit, mais je ne trouve pas de femmes chiliennes. Si je travaille seulement sur les mapuches, je ne vais pas réussir. Finalement, j'ai réussi donc à faire 3 entretiens avec des femmes mapuches et donc de mettre aussi cette dimension-là des rapports sociaux. Pour moi, le rapport social plus important dans mon terrain est le fait que c'est des femmes et d'autres la génération. C'est-à-dire les femmes qui sont venues plus âgées se distinguent énormément des femmes jeunes, beaucoup plus que les différences qu'il y a entre d'autres variables sociales. Après, c'est vrai que je n'ai pas réussi, j'ai fait aucun entretien avec une femme qui se dise non hétérosexuelle. Ça aurait été super intéressant, mais je n'ai pas réussi. Et des Mapuches, c'est très minoritaire, donc comme je l'ai dit dans mon échantillon. Sur le racisme structurel en France, pour Fernanda, ça passe souvent, donc ça se traduit et ça se voit très bien dans l'accès à l'emploi. C'est-à-dire, si bien il y avait toute une organisation, donc, comme je l'ai dit, d'habitation, d'apprentissage de la langue. Plus du 90% de mes enquêtées et de celles de Marcela sont des femmes qui ont fait du travail domestique, même si elles avaient des études supérieures. Ce qui différencie en fait les exilés chiliennes et ce qui est particulier pour leur cas, et moi je le mets en exergue dans mon mémoire, et c'est que même si elles étaient travailleuses domestiques, le fait de dire qu'elles étaient chiliennes était une ressource valable. Je crois que Maïder a des problèmes de connexion. Alors, peut-être ce qu'on peut faire, Maïder, parce que là, ça s'est coupé, c'est qu'on donne la parole à Carla pour qu'elle puisse répondre. Et entre-temps, on voit pour que Maïder puisse reprendre le fil de sa réponse. Alors, Carla, on te laisse la parole. Ok, merci.
Bon, alors je vais tout d'abord aborder la question de la précarité parce que apparemment mes termes ont suscité dans le public une réaction de scandale. Mais non, je ne veux absolument pas dire que la précarité n'existe pas. C'est bien sûr un fait réel. Euh, D'ailleurs, les mobilisations de 2011 au Chili, les grandes manifestations d'octobre 2011 qui mènent aujourd'hui au changement constitutionnel sont la conséquence en grande partie de cette précarité-là qui se manifeste dans ce cas particulier par la hausse du prix du transport public et que mène à un ras-le-bol généralisé de personnes endettées qui payent toujours plus, qui n'ont pas de services publics. Enfin, bien évidemment, la vie des Chiliennes et des Chiliens est attaché à un système, enfin, dépend d'un système extrêmement capitaliste. D'ailleurs, le Chili est le premier pays où le capitalisme, il attendait, il y avait ces devises-là, en sorte, le capitalisme naît, meurt au Chili, etc. Enfin, je ne veux pas du tout dire que la précarité est un fait illusoire, mais par contre, je veux dire que la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, sans vouloir nier l'importance de cette précarité réelle et concrète, la coordinadora utilise d'une manière très intelligente cette idée-là pour pouvoir, pour permettre la confluence de ces différentes luttes. Parce que justement, comme la précarité, c'est un phénomène tellement élargi et généralisé, c'est qu'on peut associer cette précarité-là à différentes expériences personnelles qui, des fois, n'ont pas un lien nécessaire avec l'expérience de la personne qui est à côté. On est situé dans un endroit différent de l'espectre social, mais la précarité nous atteint tous et toutes. Alors, quand je voulais dire que ça voulait tout et rien dire, en fait, je voulais justement faire allusion à cette idée de master frame, c'est-à-dire de cadre général de compréhension du social par lequel il nous est facilité d'y accéder à la critique faite par la coordinadora. D'ailleurs, elles définissent très rarement ce qu'elles veulent dire par précarité, mais j'ai trouvé dans un livre publié en 2020 qui s'appelle, non, pareil, 2021, qui s'appelle La huelga feminista general va, la grève générale féministe va, où la coordinadora 8 de marzo fait un peu le point sur ses activités. On retrouve une définition que je pourrais donner en tant que définition de ce qu'ils vont appeler, elles, la précarité, qui dit lorsque l'on parle de précarité de la vie, on se réfère à des années d'une politique soutenue sur la spoliation de nos corps et des lieux où on habite. On parle d'une réalité qui apparaît tous les jours plus amère et qui traverse nos différentes expériences, qui a un effet profond sur tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas donc une définition économique ou politique qui va être faite de ce qu'elle appelle la précarisation, mais elle va aborder plus la dimension subjective de ce que cette précarisation pourrait porter sur nous, donnant des termes aussi assez larges, comme par exemple effet profond sur tous les domaines de notre vie, et c'est un peu large, qui nous permet d'y rentrer venant d'endroits différents. D'ailleurs, et je pense que c'est quand même intéressant de le dire, j'ai pu faire une, je ne sais pas si on dit justification, mais de mes différents types de précarisation identifiés dans les discours des femmes avec lesquelles j'ai passé les entretiens, mais aussi avec ce livre que j'ai reçu vraiment à la dernière minute. J'étais en train de finir mon mémoire. J'apprends de l'existence de ce livre-là. J'étais là, j'aurais pu le voir avant, mais en tout cas avec ce matériel-là. Il y a l'idée de précarisation par le travail, de précarisation par le pouvoir politique, de précarisation par l'exploitation de la terre, de précarisation par l'exploitation des corps, de précarisation par la domination patriarcale, de précarisation par le pouvoir policier, de précarisation par le racisme et de précarisation par le manque d'éducation. On voit ainsi qu'il y a un grand nombre d'éléments qui peuvent constituer, qui peuvent rentrer dans cette cage de ce que la précarisation veut dire. Alors, je ne veux pas dire que la précarisation n'existe pas, mais le fait d'avoir pu identifier cette précarisation existence comme une boîte où on peut mettre différents éléments, c'est d'ailleurs une action extrêmement intelligente de la part de ces actrices-là qui vont justement, comme je le disais auparavant, ne pas se victimiser, mais pouvoir prendre le levier de la précarisation comme un endroit où comme un point de départ où elles allaient pouvoir être
actrices de leur propre destin, mobilisées. Alors, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à cette question-là et de dire qu'est-ce que je voulais dire avec disons que ça voulait un peu tout dire. C'est justement ça, c'est le fait que c'était une initiative très intelligente en tant que stratégie de la mobilisation. Je ne sais pas si tu veux reprendre ta réponse, Maïdel, ou si je rebondis sur les autres questions qui ont été posées, comme tu veux. Peut-être on vous pose les autres questions et comme ça, Maïder, tu peux reprendre ta réflexion de t'avais coupé et ajouter les autres questions. Yoline, est-ce que tu as reçu des questions? Moi, j'ai reçu quelques-unes. J'ai reçu une question seulement. Vas-y. Une personne demande, existe-t-il des organisations actives de femmes chiliennes / latino-américaines actuellement en France? C'est la seule question. Voilà. Bon, il y a cette question de Del Canto. Sinon, il avait une question de Simone. Simone a écrit en espagnol, mais je ne vais pas oser parce que je ne suis pas hispanophone. Donc, je vais essayer de traduire en français. Sa question, c'est pour Carla. Elle remercie la présentation qui était très intéressante. Elle demande, elle dit, à partir d'une comparaison avec le Brésil, j'aimerais bien comprendre comment les partis politiques des gauches en Chili, quel rôle ils ont dans la coordination du 8 mars et comment ça joue, comment ça affecte dans l'agenda politique des femmes qui sont engagées dans le 8 mars. Je vais copier pour toi la question en espagnol qui est beaucoup mieux formulée que ce que je viens de faire. Et il y a aussi une question de la part de Lorena. Elle commence par un commentaire. Elle dit que dans son terrain de master et dans celui qu'elle fait pour son doctorat, elle trouve les mêmes problèmes, une hiérarchisation du vrai exilé. Et elle dit que Jedlicki, je ne connais pas, parle de la hiérarchisation de la victime, si je ne me trompe pas. Et elle demande à Maïder de dire comment on écrit Karen Akoka. Akoka, je pense que c'est ça. Et voilà, c'est les questions que j'ai. Je vais t'envoyer tout de suite, Carla, la question bien formulée par notre collègue. Du coup, juste peut-être pour répondre à Maïder, en fait, là où ça s'était coupé, en fait, au niveau de la connexion, c'était au moment où tu parlais, en fait, du travail domestique réalisé par les femmes chiliennes et comment le fait d'être chilienne leur apportait quelque chose, mais du coup, là, je crois que c'est à ce moment-là où ça s'est... J'espère que ça marche maintenant. C'est que je suis juste dans un endroit pas habituel pour moi. Je suis en voyage, donc j'ai essayé de faire le mieux avec la connexion, mais j'avais un peu peur que ça arrive. Donc, je vais être brève parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps et pour laisser à Carla aussi. Je disais pour les travailleuses domestiques que le fait d'être chilienne a permis qu'elles aient une certaine reconnaissance, comme je l'ai dit, par rapport à cette société d'accueil en France qui était très consciente et très touchée par la situation politique au Chili, non? Je rappelle que l'unité populaire et l'histoire d'Allende et l'histoire aussi d'une nouvelle manière de faire de la politique étant communiste, socialiste, dans cette coalition de partis de gauche. On appelle ça souvent la tercera vía, donc la voie chilienne, puisque on atteignait on va dire, un gouvernement socialiste, mais par la voie démocratique. Donc, ce qui fait la différence par rapport à d'autres expériences politiques. Donc, ça d'un côté. Par ailleurs, donc, comment ça se traduit ça concrètement dans ces expériences de femmes
qui travaillent dans le travail domestique, c'est qu'elles vont pouvoir ne pas rester... là, je ne trouve pas le mot en français, peut-être Tania peut m'aider, mais ce n'est pas pour elles un nicho. Je ne sais pas comment on dit en français. Un nicho laboral, c'est quand on rentre dans un travail où on ne peut plus, malgré la formation, où on ne peut plus avoir d'ascension, on va dire, professionnelle. Donc, c'est là que ça se convertit en ce qu'en espagnol, on appelle un nicho. C'est-à-dire, on reste bloqué dans ce domaine. Donc, ce n'est pas le cas des femmes exilées chiliennes. Aucune d'entre elles, parmi mes interviewées, n'est restée dans le travail domestique. Toutes elles ont connu une ascension professionnelle qui est en relation avec donc cet accueil, comme je disais, qui existait à l'époque et qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, rapidement, pour répondre à cette question aussi, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur ça, non? Je pense que Gérard Noiriel, c'est un des plus connus, mais moi, il y a eu un texte très court d'une auteure qui, je ne sais pas bien prononcer sûrement son nom, donc c'est Anouchka Khdri, H-R-D-R-Y, qui fait une comparaison entre les exilés chiliennes et chiliens, l'accueil en France, et les exilés aujourd'hui. Et justement, elle montre comment on a bloqué, on a fermé des bâtiments qu'on avait créés pour les exilés chiliens et chiliennes, parce qu'il y a eu, ça a été une mobilisation énorme, vraiment. C'est pour ça qu'on peut dire accueil. Moi, chaque fois que je disais l'accueil des Chiliennes et Chiliens dans les secteurs, on va dire, des études sur les migrations et l'exil, quand on ne connaît pas le cas chilien, attention, il ne faut pas dire accueil, parce qu'on n'accueille pas. Et c'est paradoxal dans ce sens, parce que malgré, donc, comme je l'ai dit, le racisme structurel, le matisme structurel, qui a été là et qui a marqué l'expérience d'exil des femmes, bien sûr, et le classisme, elles n'ont pas la même expérience migratoire que des personnes non exilées chiliennes. Donc ça, pour répondre au début, ACOCA, c'est rapidement A-K-O-K-A, donc ACOCA, comme on l'écoute. Karen avec un K aussi. Parfait. Et je ne sais pas, je crois que j'ai répondu à tout. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire globalement, j'espère. Merci beaucoup à toutes. Merci à toi, Maïder. Donc, du coup, on redonne la parole à Carla pour ce qui reste des minutes. Merci. Alors, je pense qu'il y avait 3 questions. Je vais partir par la première sur la transmission du savoir-faire et enchaîner sur la question de la Coordinadora 8 de marzo en France. Peut-être peut rejoindre la question sur les organisations de latino-américaines et chiliennes existantes actuellement en France. Alors, sur la transmission du savoir-faire, c'est une question super intéressante parce que effectivement, cette transmission-là constitue en grande partie la manière dont la Coordinadora a de se mobiliser. Effectivement, dans ma recherche de contact, je constate un élan de création et de novation qui est super important, ce qui ne veut pas pour autant dire que cet héritage n'existe pas. D'ailleurs, par rapport je pourrais dire qu'il y a 2 types de transmission de savoir-faire principaux. L'un qui passe par la transmission nationale du savoir-faire et l'autre qui passe par la transmission internationale du savoir-faire, c'est-à-dire l'importation de moyens d'action. Par rapport au premier, d'ailleurs, juste là, je l'ai en tête, Franck Godichaud, il va écrire un petit texte sur le 8 mars au Chili et il va justement identifier il va justement dire que le Chili, le féminisme chilien est un mélange entre le féminisme international et la tradition historique du féminisme au Chili.
Euh, En fait, je pense que le principal élément hérité du féminisme chilien des années 70, mais aussi de celui des années 80 et 90, c'est cette idée d'aller contre un néolibéralisme triomphant et, et aussi à celui qui va justement aussi en train de critiquer la dictature et de se positionner contre, de valoriser les femmes disparues et mortes pendant la dictature. Il y a un héritage très fort par rapport à ces registres d'action-là. Par exemple, ce qu'on appelle des velatones, c'est-à-dire allumer des bougies pour les femmes actuellement mortes par des féminicides assassinés, ou anciennement des femmes disparues par la dictature. Un référent très important va être alors Mujeres por la Vida, qu'elle cite à différentes reprises. C'est un collectif des années 80. J'ai trouvé un petit extrait dans des entretiens. Je ne sais pas qui parle parce que c'était des entretiens anonymes, mais l'une des membres de la commission de communication va me dire en octobre 1985, ils ont fait une marche de femmes et elles portaient un fil, une corde qui les unissait. C'est de là qui vient notre caractère, notre intérêt pour les droits humains, de la coordination. On parle nous-mêmes d'un fil rouge de la rébellion qui unit le passé, le présent et le futur. Alors, il y a bien présente cette idée d'héritage d'un féminisme autre qui venait d'avant et qui voit un savoir-faire transmis peut-être pas par des individus, des personnes ou des actrices qui vont faire ce lien explicite, mais oui par la récupération de faits dans le passé. Je pense que c'est aussi très important de parler, comme je disais avant, de la transmission du savoir-faire de l'étranger. Par exemple, la grève internationale des femmes, ou la grève nationale des femmes, ne vient pas du FI, c'est une initiative de la Coordinadora, c'est une initiative qui vient de la Coordinadora Feminista espagnole et de la Coordinadora Féministe argentine. On voit là alors qu'il y a un vrai dialogue avec d'autres femmes féministes, d'autres dissidences féministes, et que le savoir-faire de la Coordinadora n'est pas anodin, mais qui est vraiment très chargé de cette idée de construire en communauté, de féminisme international aussi. Mais je pense qu'il y a aussi une rupture, comme je disais auparavant, avec cette idée de repenser le féminisme. Bien sûr, il y a toujours ces influences-là, mais la brigade d'art et propagande de la Coordinadora, qui s'appelait comme ça au début, pour justement faire un appel en janvier 2019 à la grève de mars, parle d'un, et je cite, nous sommes nés dans la rue en plein janvier 2019. Un appel ouvert nous convoque à agiter et diffuser la grève du 8 mars dans les premières assemblées. Ainsi, on commence à façonner un élan que nous sentions depuis des mois. Des dizaines de femmes avant arrivé au centre social et la librairie Projection, les librairies au centre de Santiago, prêtes et en disposition pour penser, repenser, planifier et inventer un nouveau imaginaire collectif féministe. Alors comme ça, il y a une idée de, à partir des transmissions autres, générer du nouveau savoir-faire. Pour la Coordinadora Feminista en France, je ne saurais pas dire s'il y a vraiment des liens établis entre les deux. Je sais par contre que la Coordinadora Feminista du Chili a effectivement un comité transnational où des initiatives de transnationalisation du modèle du féminisme existent d'ailleurs. Ils ont un groupe, une autre coordination qui n'est pas directement de la Coordinadora, mais où il y a des points très clairement établis, qui s'appelle Transfronterizas, où ils font des dialogues et des conversations avec des femmes de collectifs féministes d'Amérique latine, mais aussi des collectifs européens. J'imagine donc qu'il doit y avoir un lien, mais je ne pourrais pas vraiment dire s'il existe explicitement. Et juste pour répondre à la question de mouvement ou groupe féministe latine actuellement en France, oui, il y a des groupes, je connais quelques-uns à Paris notamment, et à Montpellier. Montpellier, il y a un qui s'appelle Sovacas Feministas, qui est assez important et assez mobilisé. Et à Paris, il y a notamment la Brigada Serpientes, présentée aussi dans la première séance de ce séminaire-là, de séminaire de gens féministes, la Brigada Serpientes, le fanzine Chilcocas,
c'est ce que je connais parce que comme je suis chilienne, je suis plus en lien avec eux. Pour le reste, je ne suis pas trop sûre. Et je pense que vous pouvez bien sûr complémenter. Je sais qu'il y a plein d'organisations. Et sur la dernière question, par rapport aux partis et comment les partis influencent l'agenda, c'était ça, j'ai jamais vu la question de ça. J'ai mis la question pour Oui, toi dans le chat. Ouais. je viens de l'avoir, désolée. Bon, après, sur l'influence des partis dans la coordinadora, je n'ai pas vraiment travaillé ce sujet-là. Par contre, quand j'ai touché à la question de l'autonomie des mobilisations et du mouvement de la coordinadora en tant que tel, je me suis bien aperçue que dans les différents comités et commissions, il y avait des personnes venant de partis politiques. Au tout début de la coordinadora, il y avait notamment des partis du Frente Amplio, que c'est cette nouvelle coalition politique. Je lis d'ailleurs la coalition politique qui mène à Gabriel Boric, actuel président élu à là où il est dans la présidence. Il y a des personnes qui viennent notamment de cette coalition-là qui commencent à avoir un dialogue très fort avec la coordinadora féminista. Après, ils ont eu un problème. Je n'ai pas vraiment retenu quel était ce problème-là parce que ça ne constituait pas la partie essentielle de mon travail de recherche, mais je sais qu'il y a eu une rupture entre le Frente Amplio et la coordinadora, mais qu'il existe encore des personnes militantes dans ces partis-là, ainsi que des personnes militantes dans des partis traditionnels qui travaillent au sein de la coordinadora féminista. Par contre, les actions menées ne sont pas toujours en connexion, mais les partis féministes, notamment les partis politiques, notamment le Parti communiste, ont une grande influence dans le Sénat et dans des initiatives parlementaires pour la construction du 8 mars. Par contre, je pense, et je vais le dire, même si peut-être ce n'est pas tout à fait vrai, je dirais que c'est principalement les mouvements sociaux qui participent à la constitution, à la création, à la réalisation de cette manifestation-là. Même si les partis, ils y sont dans une certaine mesure, ce n'est pas eux qui vont porter le drapeau principal de la création de cette mobilisation-là. Bon, merci beaucoup Carla, merci beaucoup Maïder. Donc, on va clôturer du coup la séance d'aujourd'hui. On était vraiment ravis de vous écouter. Et bon, même si le distanciel empêche un peu les rapports de proximité, ça nous a permis au moins de nous rapprocher, voilà, malgré les océans, malgré les différents boulots, etc. Et puis, je pense aussi pour ceux et celles qui ont suivi peut-être le séminaire au cours de ces dernières années, ça a été vraiment très intéressant de voir ces dialogues et ces continuités qui se tissent voilà, au-delà des séances en tant que telles. Alors, on n'a pas enregistré depuis le tout début du séminaire, donc on n'a pas l'enregistrement, par exemple, de la séance de Mayra, mais il y a l'enregistrement de la séance où il y avait Marcela Yvette. Vous pourrez le retrouver alors sur Facebook et sur le site. Donc, je pense que peut-être pour les personnes qui s'intéressent en fait et qui travaillent sur le Chili ou qui s'intéressent un petit peu à ces éléments-là, il y a quand même des sources ou des vidéos que vous pourrez consulter par la suite. Il y avait aussi la présentation de Nikita Pompei, en fait, et qui avait présenté avec Carla, justement, l'année dernière, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, on vous invite à donner un coup d'œil à notre site ou éventuellement en vidéo de la page Facebook. Et du coup, moi, je profite je vais juste partager mon écran pour vous présenter un petit peu la suite du séminaire. Alors, on aura la séance du 31 janvier, en fait, qui portera sur la partería en México, luchas sectoriales y colectivas, qui sera en espagnol. Alors, comme on vous l'avait dit, on vous tiendra au courant sur les modalités à suivre, en fait, pour la séance suivante et les séances à venir. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous préciser plus que ça, mais on vous tiendra au courant au plus vite sur les modalités présentielles ou en distanciel. Voici le reste du programme. Du coup, en fait, il nous reste quand même quelques mois de séances du séminaire. Et je profite aussi pour rebondir sur ce que disait Carla Rodriguez, sur le fait qu'effectivement, la Brigada Serpientes a été avec nous lors
de la séance du 26 novembre qu'on a organisée autour des féminicides et on prévoit d'organiser avec la Brigada Serpientes en fait de faire alors 2 séances, la séance qui porte disons qui sera spécifiquement ancrée dans le cadre des horaires du séminaire aura lieu le 7 mars. Alors on verra, c'est une séance un petit peu exceptionnelle où il y aura une partie d'atelier tissage, broderie en fait qui sera animée avec la Brigada Serpientes. Et en fait, cet atelier sera coordonné en 2 temps. Donc, il y aura une première date à préciser qui aura lieu courant le mois de février. Normalement, les personnes qui sont venues le 26 novembre se sont inscrites justement pour créer, en fait, le but c'est de créer une arpillera collective qui puisse être sortie dans les rues et qui puisse être transmise un peu de génération en génération. Si ça vous intéresse et vous souhaitez participer aux 2 séances avec la Brigada Serpientes et vous n'êtes pas peut-être venu le 26 novembre, vous pouvez toujours nous écrire du coup au mail du séminaire qui est féminismesamérique-latine@gmail.com. Le premier créneau est encore à définir et le deuxième créneau aura lieu le 7 mars. Donc voilà, tout ça pour finir la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée, bon appétit à tout le monde et merci beaucoup à nos 2 intervenantes d'aujourd'hui. C'était vraiment passionnant de vous écouter. Bon, allez, ciao, ciao. Ciao à todos. Merci beaucoup. Bonne soirée. Gracias. Buenas noches. Bonne soirée. Gracias.